Alors c'était pas le seul personnage à retourner sa veste, hein. Il avait combattu l'armée anglaise et l'armée de Wellington donc pendant les campagnes d'Espagne, et là en fait il va se rallier à la cause des Bourbons qui étaient protégés par les Anglais. Mais bon, c'était pas le seul à le faire. Alors certaines sources indiquent qu'il part en Angleterre étudier le fonctionnement des compagnies d'assurance, et fort de ce qu'il a appris, en fait, il fonde en 1819 la compagnie du Phénix, avec un riche homme d'affaires qui s'appelle Jacob Dupont. Alors après, un différend avec donc le conseil d'administration le poussera à quitter cette compagnie. En 1820, notre bon Charles-Xavier Thomas, que maintenant je vais appeler Thomas de Colmar, dépose un brevet pour une machine à calculer qu'il nomme arithmomètre. Alors d'où lui vient cette idée saugrenue? Il y a plusieurs hypothèses. Probablement que pendant les campagnes napoléoniennes, Thomas était confronté en fait à d'incessants calculs liés justement à sa mission de gestion de stock. Donc peut-être qu'il a eu cette idée à ce moment-là. Et la deuxième hypothèse, c'est que dans le fonctionnement des compagnies d'assurance, il y a de nombreux calculs à effectuer, en particulier des calculs de statistiques liés aux catastrophes, à l'incendie, à l'assurance vie. Donc on peut aussi penser que c'est la conjugaison des deux qui a poussé notre homme à développer l'idée de construire une machine à calculer, un peu d'ailleurs comme Blaise Pascal l'a fait, pour aider son père qui était en charge de la collecte des impôts dans la région de Haute-Normandie. Voilà, donc c'est un peu le même chemin. Alors la machine se compose, cette première machine, je vais vous faire une petite description technique, mais ça ne va pas être le sujet de la conférence. Elle se compose d'une platine fixe, donc en partie inférieure, sur laquelle glissent des curseurs, donc ce sont des curseurs de pose, et c'est là que l'on va poser le nombre à additionner, à soustraire ou à multiplier. Donc on l'appelle l'inscripteur. Alors à gauche de ces curseurs, on a une roue chiffrée qu'on appelle un compteur de tours. Et au-dessus, le totalisateur. Alors chaque curseur est relié par une fourchette à un pignon qui coulisse sur un axe carré et qui vient se placer le long d'un cylindre dit de Leibniz. C'est Leibniz qui a inventé ce procédé. Le cylindre porte au niveau de sa circonférence un ensemble de dentures, on peut appeler ça des cannelures ou des dentelures, qui sont de longueur croissante et qui suivent une progression arithmétique allant de 1 à 9. Alors, pour faire plus simple, concrètement, à chaque chiffre posé correspond une position du pignon le long du cylindre. Donc si je déplace mon curseur sur le chiffre 1, le pignon vient se positionner à l'endroit du cylindre où il n'y a qu'une seule dent et donc transmettre une seule unité au totalisateur. Si je déplace mon pignon vers le chiffre 9, donc sur la partie gauche, il va y avoir un engrenage et donc on aura un ajout de 9 unités au totalisateur. Chose importante, c'est qu'on a autant de cylindres, donc dit de Leibniz, que de chiffres à l'inscripteur. Alors la mise en rotation des cylindres, j'ai une mouche là qui me... La mise en rotation des cylindres se fait en tirant un ruban qu'on a sur le côté. Donc il n'y a pas de manivelle sur ces premiers arithmomètres. Donc c'est un peu primitif, mais bon, ça fonctionne. Alors comme sur la machine de Leibniz, on retrouve ce qu'on appelle le totalisateur mobile. C'est une innovation technique qui est fondamentale et qui augmente en fait la capacité opératoire de la machine. Alors si par exemple je décale mon totalisateur d'un cran vers la droite et que j'ajoute 825, je tire mon ruban, je vais ajouter 825 au totalisateur et j'aurai un 0 derrière, donc c'est comme si j'avais multiplié par 10. Si je décale mon totalisateur de 2 crans, j'aurai multiplié par 100, de 3 crans, j'aurai multiplié par 1000, donc c'est vraiment pratique car je multiplie directement par 10, 100 ou 1000 ou 10 000 d'un seul tour de manivelle ou d'un seul tirage de ruban. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh ben, par exemple, si je veux multiplier 825 par 999, et je ne vais pas tirer le ruban 999 fois, je vais déplacer le chariot de 3 crans pour multiplier par 1000, et je vais retirer une fois le multiplicand. Donc j'aurai multiplié par 999. Voilà, donc c'est quand même relativement pratique. Alors je vous passerai une petite vidéo, vu qu'apparemment la vidéo fonctionne, donc c'est parfait.
Alors le problème sur cet arithmomètre de 1820, c'est que le totalisateur ne tourne que dans un sens. Donc ça pose un problème pour les soustractions. Alors pour pallier cet inconvénient, Thomas de Colmar a contourné le problème en utilisant au niveau des cadrans un système de double numérotation fondé sur le principe du complément à 9. Alors le complément à 9 d'un nombre, c'est 9 moins ce nombre. Donc le complément de 2, c'est 7, hein, le complément de 5, c'est 4, le complément de 237, c'est 762. Donc on a la petite formule A moins B égale C équivaut au complément de A plus B égale le complément de C. Alors je prends un exemple, eh ben 237 moins 12, on va prendre le complément de 237 qui est 762, on va donc additionner 12 qui nous donne 774 et le complément de 774 c'est 225. Donc on a fait, en faisant une addition, on a remplacé la soustraction par une addition. Donc 237 moins 12 c'est bien égal à 225. Alors on verra par la suite qu'il existe d'autres techniques pour pallier à cet inconvénient. Alors on n'a jamais retrouvé d'exemplaire de cette première machine. Le brevet manuscrit de 1820 nous renseigne quand même sur sa dimension. Bon, ça vous allez peut-être être étonné, la machine mesurait 17 cm. Donc 17 cm, on est quelque chose comme ça. Alors c'est vraiment tout petit et il fallait rester calme en tirant le ruban au risque d'abîmer considérablement et facilement le mécanisme. Alors pas étonnant que Thomas de Colmar ait demandé à un horloger parisien nommé De Vrijn de perfectionner sa machine. Alors le bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale de 1822 en fait une description tout à fait remarquable. Alors par chance, cette machine a été préservée et elle est conservée au Smithsonian Institute à Washington. Alors le principe général n'est pas très différent. On utilise toujours les cylindres de Leibniz, le compteur de tours qui est maintenant linéaire, on a toujours un totalisateur mobile, la numérotation complémentaire et le tirage d'un ruban pour faire mouvoir la machine. Alors bon, techniquement, c'est quand même une machine de seconde génération. Sa conception est quand même beaucoup plus aboutie et on sent quand même qu'un horloger a mis son nez dedans. Alors, plus rien, jusqu'en 1844, date à laquelle l'arithmomètre fait surface à l'exposition nationale de Paris. Alors, plus de 20 années se sont écoulées et aucune mention de la machine à l'exposition de 1827, de 1833, ni de 1839. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le modèle de 1822 était peut-être trop fragile pour prétendre à une destinée glorieuse, peut-être que ses capacités opératoires n'étaient pas suffisantes, ou peut-être que socialement, économiquement, le moment n'était peut-être pas encore venu pour amener le calcul mécanique au niveau de la société. Alors ça ne veut pas dire que Thomas de Colmar n'a rien fait pendant cette période, et justement sur cette tranche de 15 à 20 ans, après avoir quitté donc la compagnie du Phénix, il crée en 1828 une nouvelle compagnie d'assurance qui s'appelle la Compagnie du Soleil. Alors, on imagine à quel point ça devait être chronophage de créer une compagnie d'assurance au niveau national. Déjà, il fallait créer des succursales partout en France, il fallait embaucher des collaborateurs, assurer la promotion, développer de la trésorerie, etc. Donc, on peut comprendre facilement pourquoi Thomas a un petit peu abandonné cette histoire de machine à calculer pour se consacrer à des choses un peu plus rentables. Alors, Thomas de Colmar, vous ne le connaissez pas vraiment, mais quelque part vous le connaissez, puisqu'il a fait un certain nombre d'innovations dans le domaine des assurances. Et la première innovation qu'il a faite, c'est d'avoir créé le contrat à durée illimitée avec clause de tacite reconduction. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais vous donner un exemple très précis. C'est que par exemple, moi j'ai changé d'antivirus au niveau de mon ordinateur, et quand vous prenez un abonnement d'1 an pour l'antivirus, si vous ne faites pas attention
à la clause au moment du paiement, en fait, il y a une coche et qui indique qu'il y aura une tacite reconduction d'année en année si vous ne décochez pas en fait cette case. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout au niveau des contrats. De la même manière, si vous avez un contrat avec EDF, eh ben, il y a une clause de tacite reconduction. Hein, si vous ne spécifiez pas que vous voulez changer d'opérateur, eh ben, d'année en année, en fait, ça va passer. Voilà. Donc c'est lui qui a inventé ce système. Alors il est également à l'origine de la garantie incendie, aussi même en cas d'émeute, de l'assurance par participation, qui fait que en cas de bénéfice, en fait, l'assuré va recevoir un intéressement, mais en revanche, s'il y a des problèmes et si l'assurance a des soucis, qu'il y a beaucoup d'incendies, beaucoup de dégâts en France, eh ben, il va mettre à contribution l'assuré. Et puis il crée également une caisse de retraite pour le personnel et son administration. Et il savait aussi récompenser ses employés en leur proposant des primes d'intéressement et des primes de travail. Donc il a quand même une vision du business assez moderne, ce Thomas de Colmar. Alors cette compagnie d'assurance va lui rapporter beaucoup d'argent malgré beaucoup de travail. Et en 1844, il va créer une seconde compagnie d'assurance qui s'appelle la Compagnie de l'Aigle. Alors pourquoi l'aigle? Eh bien tout simplement parce que seul l'aigle peut faire de l'ombre au soleil. Commencez à imaginer que notre Thomas de Colmar avait beaucoup d'ego. Et vous allez le voir par la suite, ça va se concrétiser. Alors pour en venir à l'exposition de 1844, le palais d'exposition ressemblait à une grande baraque en bois de 40 000 m² et manquait terriblement de lumière. Alors au dire des visiteurs, il fallait se munir de lampions ou demander à ce que les exposants allument des lanternes pour pouvoir, les jours de grisaille, y discerner le moindre objet. Eh ben, l'arithmomètre de Thomas passe complètement inaperçu, c'est le cas de le dire. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des lampions, en tout cas, il reçoit juste une mention honorable. Alors, en revanche, un autre inventeur de talent, David Diderot, présente, lui il reçoit une médaille de bronze. Alors il est assez connu parce que c'est lui un petit peu qui a installé l'homéopathie en France au 19e siècle. Voilà. Mais à côté de ça, il était également collectionneur de machines à calculer, inventeur de machines à calculer, un très grand collectionneur aussi de gravures anciennes, donc c'était quelqu'un qui était très éclectique et qui avait une très grande connaissance. Alors Roth a présenté un additionneur d'une simplicité tout à fait remarquable, et c'est un petit peu une miniaturisation de la machine de Pascal, de la Pascaline, à ceci près que le reporter que l'on trouve dans la machine de Pascal, avec des systèmes de contrepoids, a été remplacé par des systèmes de cam qui va au fur et à mesure emmagasiner l'énergie et la libérer d'un coup au moment de la retenue. Alors le fait d'accumuler de l'énergie sur chaque rang décimal facilite les retenues et réduit en fait considérablement les risques de blocage. Donc la médaille de bronze a été bien méritée. Alors vous allez voir que si Thomas accepte que l'aigle puisse faire de l'ombre au soleil, il ne va pas accepter que son arithmomètre se fasse éclipser par quelque machine que ce soit. Alors probablement vers 1846, il va trouver la perle rare en la personne de Piolaine, qui est le fils d'un célèbre horloger de Neuilly. Alors il va lui demander de fabriquer une machine entièrement nouvelle, avec des moyens financiers conséquents, puisque là, M. Thomas de Colmar est devenu riche avec le fonctionnement de ses compagnies d'assurance. Alors ça n'a pas été chose facile. Je pense qu'au niveau relationnel, Thomas de Colmar n'était pas un homme simple. Et Piolaine, je pense, en a eu marre à un moment donné et a tout lâché et est parti en Angleterre. Alors Thomas reprend un autre ouvrier, mais ça ne marche pas bien. Donc il se dit, je vais aller rechercher Piolaine en Angleterre. Et sans doute, moyennant une confortable augmentation financière, Piolaine revient à Paris et termine sa machine. Voici donc la machine de Piolaine, fabriquée en 1848, et ce pauvre Piolaine mourra quelques mois plus tard, à l'âge de 22 ans. Paix à son âme.
Alors la machine est absolument magnifique, hein. Boîte en marquet triboule, écailles de tortue, incrustation d'ébène, enfin c'est quelque chose déjà assez somptueux. Je suis désolé, je ne suis pas sûr que la photo soit de très bonne qualité, mais j'avais que celle-là. Et donc elle bénéficie de nombreuses améliorations, en particulier l'introduction d'une manivelle en remplacement du cordon à tirer, un memento pour pouvoir garder en mémoire des chiffres voilà, ou des opérations partielles, et grande nouveauté, un inverseur de marche qui permet en fait de faire tourner les totalisateurs dans un sens ou dans l'autre, donc finito la numérotation complémentaire. Donc c'est quand même une avancée technique assez importante. Alors, et la concurrence dans tout ça? Eh bien, la concurrence commence à arriver, et dans plusieurs journaux de l'époque, plusieurs journaux de 1849, il est fait mention d'une machine extraordinaire qu'on appelle l'arithmorel, et qui était tellement impressionnante à voir fonctionner qu'à l'exposition nationale de 1849, elle obtient la médaille d'or. Et Thomas de Colmar obtient la médaille d'argent. Imaginez l'ego de Thomas de Colmar, il commençait à être un peu, on va dire, vénère, hein, voilà. Ça fait 2 fois qu'il se fait coiffer au poteau, en 1844 et en 1849. Alors, va-t-il baisser les bras? Va-t-il abandonner? Eh bien non. D'autant qu'il y a 2 échéances qui vont véritablement booster l'industrie du calcul mécanique. C'est l'exposition universelle de Londres en 1851, donc la première exposition universelle, et celle à venir de Paris en 1855. Et là, Thomas de Colmar va mettre le paquet. Alors pour lui, les affaires fonctionnent parfaitement bien, les compagnies d'assurance lui sont en pleine expansion, donc il est très riche, il investit dans les banques, il investit dans les chemins de fer, il achète le château de Maison Lafitte en 1851, on restaure les jardins qui avaient été dessinés par Le Nôtre, et il organise des fêtes magnifiques. Donc il y a un petit peu de grandiloquence. Voilà. Donc il dispose de moyens financiers suffisants pour mener à bien son projet passionné. Parce que c'est bien un projet passionné que cette histoire d'arithmomètre. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Alors fort de son expérience avec Piolaine, il va mettre au point un nouvel arithmomètre en 1850 et déposer un brevet pour la France, et en 1951 un brevet pour l'Angleterre. C'est le développement de l'aventure commerciale de l'arithmomètre. À l'exposition universelle de Londres, donc en 1851, il remporte encore une médaille d'argent, mais la même année, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale lui décerne une médaille d'or. Enfin, alors pour promouvoir sa machine, comme il est très riche, il va offrir aux grandes têtes couronnées d'Europe, ainsi qu'aux grandes personnalités d'Europe, de magnifiques machines, de magnifiques arithmomètres aux boîtes richement décorées. Alors en retour, entre 1851 et 1854, ici vous avez la machine qui a été offerte au tsar Nicolas Ier, voilà, qui est conservée aujourd'hui à Bonn, à l'Arithméum, qui est un musée. Donc il va recevoir en retour un certain nombre de distinctions. Donc je cite quelques exemples: de son Altesse le Bey de Tunis, le Nikam en diamant, qui est le grade de commandeur. Le prince-président, donc le futur Napoléon III, lui offre une tabatière en or gravée à son chiffre. Il est nommé commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand par sa sainteté le pape Pie IX, parce qu'il a offert une machine au pape Pie IX également. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de cadeaux et beaucoup de distinctions en retour. Et ces distinctions, finalement, c'est ce qui est recherché. On le voit souvent représenté avec toute sa galerie de médailles sur sa veste. Alors, vous avez donc quelques exemples de personnalités à qui il a offert ces arithmomètres. Donc, il y a toutes les grandes personnalités du monde de l'époque ont reçu des machines. Et en 1855, à l'exposition universelle de Paris, donc la première exposition universelle à Paris, il présente un gigantesque arithmomètre de 30 chiffres au totalisateur aux allures de piano.
Donc c'est une machine vraiment gigantesque. Alors cette machine était si impressionnante qu'elle en marqua même l'esprit de Jules Verne dans un de ses livres qu'on a retrouvé, je crois, il y a une vingtaine d'années, Paris au XXe siècle. C'est un manuscrit qui date d'environ de 1863, je crois. Alors je vais vous lire juste un petit extrait. Pour commencer votre apprentissage, vous serez attaché à la machine numéro 4. Michel se retourna et aperçut la machine numéro 4. C'était un appareil à calculer. Il y avait loin du temps où Pascal construisait un instrument de cette sorte, dont la conception parut si merveilleuse alors. Depuis cette époque, l'architecte Stanhope, Thomas de Colmar, Morel et Jaillet apportèrent d'heureuses modifications à ce genre d'appareil. La maison Casse-Mondage possédait de véritables chefs-d'œuvre. Ces instruments ressemblaient en effet à de vastes pianos. En pressant des touches d'un clavier, on obtenait instantanément des totaux, des restes, des produits, des quotients. On le voit, il entrait dans une maison de banque qui appelait à son aide et adoptait toutes les ressources de la mécanique. D'ailleurs, à cette époque, l'abondance des affaires, la multiplicité des correspondances donna aux simples fournitures de bureaux une importance extraordinaire. Donc ça, c'est un extrait du livre de Jules Verne. Donc je crois que tout est dit dans cet extrait de Jules Verne. Le monde est en pleine effervescence et Thomas de Colmar a de quoi être heureux. Il reçoit les honneurs du monde entier et c'est sans doute ce qu'il recherchait avant tout, la reconnaissance. Alors la production en série de son arithmomètre commence. On voit apparaître les premiers numéros de série sur les machines, les premières notices d'utilisation. Et ça sont souvent des indicateurs qui permettent d'évaluer l'importance d'une machine sur le plan commercial. Et entre 1850 et 1855, Thomas de Colmar fut fabriqué environ 200 machines. Donc quand on parle de production industrielle, on n'en est pas encore là. Donc on pourrait s'attendre à plus, mais cela constitue déjà une première en termes de production pour les machines à calculer. Alors la question pourrait être aussi de savoir combien en a-t-il offert et combien en a-t-il vendu, puisque comme vous l'avez vu, il a offert beaucoup de machines aux rois et reines, aux grandes personnalités. Donc sur ces 200, combien en a-t-il véritablement vendu? On ne sait pas trop. Alors en 1855 sort un livre écrit par Jacomy Régnier qui fait l'apologie bien sûr de l'arithmomètre, à tel point qu'on se demande si l'auteur n'a pas été payé par Thomas de Colmar lui-même. Quand on lit ce document, c'est vraiment, voilà, c'est Thomas de Colmar par-ci, Thomas de Colmar par-là. C'est vraiment quelque chose d'assez rigolo à lire. Alors sous un titre anodin, donc Histoire du calcul et de la numération mécanique, on retrouve au fil des pages en fait l'éternel conflit qui va opposer Morel et Jaillet pour l'arithmorel et Thomas de Colmar pour son arithmomètre. Et Thomas de Colmar réaffirme page par page qu'il est l'inventeur du cylindre cannelé et que Morel et Jaillet a copié l'arithmomètre. Il oublie juste de dire que le cylindre cannelé n'a pas été inventé par lui-même, il a été inventé par Leibniz. Je ne sais pas si on va revenir au début. Donc voilà, il n'est pas toujours de bonne foi, notre Thomas de Colmar. Alors il est contrarié, vous pouvez l'imaginer, mais il aura la chance que finalement cette machine ne soit pas tout à fait à la hauteur des attentes. En particulier, son prix était absolument exorbitant. Et comme c'était une fabrication de type horlogère, les pignons étaient relativement fragiles et donc l'utilisation prononcée de ce type de machine finissait par abîmer les rouages et rendre la machine inopérante. Donc voilà. Par contre, on peut imaginer que si Morel et Jaillet avaient eu autant d'argent que Thomas de Colmar en a eu, peut-être que l'arithmorel aurait eu une destinée plus joyeuse. Alors entre 1860 et 65, il va considérablement améliorer sa machine, un nouveau système de retenue, l'intégration de compteurs de tours, de compteurs de tours multiples et un système de remise à zéro des totalisateurs et des compteurs. Donc il déposera un brevet à cet effet en 1865. Alors je vais vous passer une petite vidéo, j'espère que ça va marcher. Juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement d'une multiplication sur l'arithmomètre. Vous pouvez y aller.
Donc l'arithmomètre, hein, si vous l'avez remarqué, est ici. Hein. Voilà, je l'avais fait la vidéo en anglais parce que comme elle est sur internet, donc on a la manivelle, le totalisateur, les compteurs de tours, le chariot et l'inverseur de marche et la remise à zéro des compteurs. Alors pour faire une addition, donc là j'ai pas eu le temps de le voir, de 2237, donc on va poser sur les curseurs de pause 2237, donc de droite à gauche ou de gauche à droite, hein, voilà, 2237. Et puis je vais tourner la manivelle une fois. 2237 s'affiche au totalisateur. Je remets à zéro mon inscripteur. Et je vais additionner 189. Mon total est affiché sur le totalisateur. Bon, ça c'est simple, hein, c'est une opération très simple. Alors pour la soustraction, c'est très simple aussi. On va d'abord rentrer le nombre que l'on souhaite soustraire. Donc 457, qu'on va d'abord ajouter au totalisateur. Et ensuite, eh ben, comme maintenant on a un inverseur de marche, on va le mettre en mode soustraction et on va retrancher 64 au totalisateur. Donc la numérotation complémentaire, c'est terminé. Et donc pour terminer, une petite multiplication. Alors donc là j'ai multiplié par 9. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait là j'ai tourné l'opérateur a tourné 9 fois la manivelle. On aurait pu faire plus simple, multiplier par 10 et retrancher 1. Hein. Mais là c'était pour la démonstration. Donc là on va multiplier par 534. Donc, vous allez voir c'est quand même assez facile. Donc 35 927. Donc je vais commencer par les unités du multiplicateur. Donc j'ai tourné 3 fois, 4 fois la manivelle, donc j'ai multiplié par 4. Donc là on ajoute 4 fois le multiplicand au totalisateur. Je décale mon chariot d'un cran, donc là j'ai multiplié par 10. Et donc je tourne 3 fois la manivelle, c'est comme si je multipliais par 30. Je redécale mon chariot d'un cran, donc là je multiplie par 100. Et donc là, j'ai multiplié par 534. Voilà. Une petite démonstration. S'il y a besoin, je pourrais vous faire une démonstration d'extraction de racines carrées sur l'arithmomètre. Hein. Ça fonctionne aussi. Alors, qui achète l'arithmomètre ? Donc ce sont principalement les administrations publiques, les banques, les assurances, mais aussi les industries, les compagnies de chemin de fer, les universités qui achètent l'arithmomètre. Alors celui-ci était vendu entre 250 et 400 francs or. Alors je vous laisse faire la conversion de tête. Je rigole. Grosso modo, oui, non, c'est pas évident. Alors bon, après, il y a matière à discussion, mais enfin, on va simplifier. Environ 300 francs or de l'époque, alors vers 1850, on va dire, ça correspondait à peu près entre 8 mois et 12 mois d'un salaire d'un ouvrier. Donc c'est quand même une somme relativement importante. Et du coup, les industries, les entreprises réfléchissaient à 2 fois avant d'acheter un arithmomètre. Hein, parce que si la machine, au bout de 3 jours, elle se met à se bloquer, ou les pignons se voilent, etc., ça vaut quand même plus le coup de garder un comptable. Donc il va y avoir un espèce de basculement à partir des années 70-80, où les entreprises ont commencé à
avoir confiance dans ce type de machine et finalement, au fur et à mesure, prendre un peu moins de comptables et acheter des arithmomètres. Donc c'est un petit peu le début de l'avènement des machines sur l'homme, hein, mais bon, à moindre... voilà. Alors, il fallait donc que la machine ne tombe pas en panne. Concernant les assurances, la machine n'était pas garantie à 1 an ou 3 ans comme aujourd'hui, hein. Alors, à partir de 1870, je crois qu'on retrouve quand même sur certaines publicités, entre guillemets, dans les journaux, une garantie d'1 an sur la machine. Mais au début de la fabrication des arithmomètres, il n'y avait pas d'assurance sur le produit. Pour info, donc 60% des arithmomètres étaient destinés à l'exportation. Voilà. Alors, à la mort de Thomas de Colmar, en 1870, suite donc aux inventaires après décès, 900 arithmomètres étaient sortis des ateliers de fabrication. Donc cela veut dire qu'entre 1850 et 1870, la cadence moyenne de fabrication était de 50 arithmomètres par an. Ce qui n'est pas énorme. On est bien loin des cadences de fabrication du XXe siècle. Alors ce qui est intéressant aussi de noter, donc suite à des recherches qu'on avait fait dans les archives, c'est que sur les 900 arithmomètres fabriqués, en fait 229 exemplaires étaient encore en stock dans les ateliers de Thomas de Colmar. Ce qui veut dire que sur les 229, 25% de la production totale était encore stockée dans les réserves en attente d'être vendue. Donc c'est quand même assez considérable en termes de gestion de stock. Et il faut rappeler également qu'il en a offert beaucoup et qu'il en a utilisé beaucoup aussi dans ses propres compagnies d'assurance. Alors l'aventure a-t-elle été lucrative ? Alors on sait déjà qu'en 1849, déjà plus de 50 000 francs or avaient été dépensés pour le développement de son arithmomètre. Donc 50 000 francs or, c'est énorme, ça correspond à plus de 250 machines vendues. Et en 49, en 50, il n'en a vendu aucune. Donc c'était un développement très très important. Donc c'est son fils, après Thomas de Colmar, son fils Thomas de Beaujano qui reprend l'affaire, après 70, et ce jusqu'en 1880, puis son petit-fils jusqu'en 1887. Alors, mais cette fin de siècle commence à être vraiment difficile pour l'arithmomètre, qui a régné finalement sans partage pendant une trentaine d'années. C'est que d'une part, l'arithmomètre commence à être copié. Le brevet de 1865 est tombé en fait dans le domaine public dès 1880 et l'allemand Burckhardt par exemple commence à fabriquer, à commercialiser un modèle en son nom propre. Et puis il y aura également les Saxoniens, les Bunzel, les Delton. Donc elles reprennent toutes le fonctionnement de l'arithmomètre de Thomas. D'autre part, en 1800, je me suis trompé de côté. En 1878, le Suédois Hodner dépose un brevet pour une machine à calculer qui fonctionne sur un système différent de celui de l'arithmomètre. Et donc la machine est beaucoup plus compacte, coûte beaucoup moins cher. Et donc c'est quand même un avantage sur l'arithmomètre. Alors à titre d'information, donc là on est un petit peu au début du XXe siècle, entre 1900 et 1950, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui seront construits et vendus. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. Et aux États-Unis, on a Dor Eugenfeld qui met au point en fait un additionneur à touche qui est tout à fait remarquable et qui s'avérait être d'une rapidité extraordinaire, notamment dans les travaux comptables. Il faut savoir aussi que le fait que ce soit des machines à touche, ça pouvait être utilisé aussi par les secrétaires qui avaient l'habitude de taper sur les machines à écrire. Et donc ça a eu un très très grand succès, surtout aux États-Unis. Et pour information, il y a des publicités en 1914 qui comparaient le comptomètre, la comptométeur, à une mitrailleuse. Alors c'était pas très... mais c'est vrai, c'était vraiment... Voilà, donc,
Et puis il y a des machines un petit peu d'un genre nouveau qui fonctionnent par somme de produits partiels. C'est ce que je vous disais au début de la présentation. Alors on en a 3 principaux. On a Ramon Verrea, Léon Bollé et Otto Steiger. En fait, uniquement Léon Bollé et Steiger commercialiseront ce type de machine. Alors une dizaine pour Léon Bollé et quelques milliers pour Otto Steiger. Ça n'a pas vraiment énormément marché pour la simple et bonne raison, c'est que au début du XXe siècle, on va dire vers 1920, les machines de type arythmomètre ou Honer ont commencé à être motorisées. Et donc du fait d'intégrer la motorisation sur les machines, rendait l'addition des multiplicants de l'autototalisateur extrêmement rapide. Et donc du coup, le fait de pouvoir multiplier directement par produit partiel ne servait plus à rien en fait, vu que ces machines coûtaient 10 à 15 fois plus cher. Alors en conclusion, face à toute cette concurrence, y a-t-il encore une place pour l'arythmomètre au XXe siècle? Donc je vous dirais que non, hein, voilà, parce que la machine a finalement peu évolué. On trouve désormais des machines à calculer beaucoup plus performantes, et on trouve également des machines moins chères et à peu près aussi performantes. Donc Payen meurt en 1901, donc c'était le constructeur, l'ingénieur constructeur de Thomas de Colmar. Sa femme Léontine reprendra l'affaire et revendra ensuite son affaire à un autre constructeur qui s'appelle Alphonse Darras, excusez-moi, qui est un constructeur de compteurs et de pièces automobiles. Alors ça tombe mal parce que le contrat est fait en 1914 avec le début de la guerre et donc la production de l'arythmomètre est stoppée, le cuivre et le laiton étant plutôt réquisitionnés pour les efforts de guerre. Alors Darras essaiera de relancer la production après-guerre, mais il est déjà plus que trop tard. Voilà donc une petite histoire de l'arythmomètre et de son inventeur. Alors si ça vous intéresse, je suis aussi créateur d'un site internet sur les arythmomètres, donc arythmomètre.org. Voilà, donc c'est un site à but non lucratif, hein, donc je ne vais pas vous demander de l'argent. Et l'objectif étant donc de recenser l'intégralité des arythmomètres dans le monde entier, donc dans les collections privées et publiques du monde entier. Et donc du coup je travaille avec pas mal de musées, en particulier le musée de Bonn, en Allemagne, qui est le plus grand musée au monde de machines à calculer. Alors si un jour vous avez l'occasion d'aller à Bonn, surtout allez visiter ce musée qui, les arts et métiers c'est très bien, hein, mais ce musée-là est spécialisé en machines à calculer. Donc ils ont à peu près entre 12 et 15 000 machines et des pièces absolument exceptionnelles. Alors la conservatrice, Ina Prinz, a une double casquette. Elle est également aussi docteur en art, en histoire de l'art. Et donc, il constitue également une collection d'œuvres géométriques, de peintures géométriques. Donc, quand vous visitez le musée, vous avez des tableaux d'œuvres géométriques tout autour et les machines qui sont exposées dans des vitrines ultra modernes. Voilà. Si vous voulez une démonstration plus en détail, on a un stand, donc l'aventure du calcul, et on se fera un plaisir de vous faire, si vous le souhaitez, des extractions de racines carrées, mais aussi on pourra vous montrer par exemple comment on fait une division sur un abaque du Moyen-Âge sans connaître ni sa table de multiplication ni sa table de division. Donc là je vois que ça vous fait réfléchir, venez nous voir et on vous expliquera comment on fait. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, nous avons eu des questions en ligne. Il y avait des auditeurs en ligne. Je vais peut-être commencer par les questions des auditeurs en ligne. Donc, on a demandé s'il y avait eu des machines à multiplication mécanique basées sur une règle de calcul logarithmique, de manière à avoir des résultats exacts, même en passant par les logarithmes. Alors, je n'en sais rien du tout. Moi, dans l'idée que je me faisais justement des règles à logarithme, c'est qu'on avait ces calculs étaient destinés plutôt pour avoir une valeur approchée, donc de manière assez rapide, alors que les machines mécaniques ont plutôt font plutôt des calculs précis, et donc je pense qu'ils répondent pas forcément aux mêmes besoins
Voilà. Alors peut-être qu'ils ont créé des règles mécaniques, logarithmiques, mais je visualise pas trop quand même voilà, la chose. Mais peut-être que ça existe. J'ai pas la science infuse là-dessus, j'en suis désolé. Alors on nous a demandé aussi si à l'époque de l'arithmomètre, il y avait des bouliers chinois utilisés en Occident. Les bouliers chinois, en Occident, ce qui est sûr, c'est que, et on le trouve encore en Russie et dans certains pays de l'Est, on utilisait le boulier russe, qui n'a pas la même configuration que le boulier chinois, et qui était souvent plus destiné à des calculs monétaires. Donc vous en verrez, on en a un sur le stand de l'aventure du calcul. Et donc du coup, on a plutôt des rangées de boules par 9 ou 10, et certaines qui ne contiennent que 4 boules, qui permettaient en fait des calculs sur les roubles, donc sur les demi-roubles et les quarts de roubles. Alors au 19e siècle, je pense qu'on n'utilisait pas trop, en France en tout cas, en Italie, le boulier chinois. Moi en tant que collectionneur, j'ai quelques bouliers français du 19e siècle, mais dans la littérature, on ne retrouve pas tellement, en fait, on n'a pas l'impression que c'était vraiment utilisé. Alors ça sera plutôt à la fin du 19e, avec l'avènement de l'école, et donc on trouvera avec notamment Marie-Pape Carpentier, qui est l'une des créatrices de l'école primaire, qui avait développé des techniques de calcul avec un boulier qu'elle avait elle-même conçu. Mais là, on n'est plus vraiment dans le boulier chinois, on est plus dans le boulier avec une base décimale, soit 10 boules, soit 9 boules par rang décimaux. La salle a peut-être aussi des questions ? Il y a Jean-Victor Poncelet qui a été prisonnier dans l'armée napoléonienne et qui, en revenant de Russie, a ramené le Schottky et qui, dans les écoles à Metz, il a fait les premières écoles ouvrières et il s'en servait pour une technique de calcul. Et donc ça, c'est vraiment début 19e, le boulier russe. D'accord. Voilà. Alors, bon, après, c'est tout à fait possible, mais moi, en étant bibliothécaire, quand je regarde dans la littérature de l'époque, c'était pas très prégnant au niveau de la littérature, entre guillemets, donc au niveau de la presse, par exemple, au niveau des écrits de scientifiques. Le boulier n'est pas tellement représenté au 19e siècle en France. L'arithmomètre, on peut le suivre justement au travers des différentes publications. Donc on arrive à voir un petit peu les moments où ça prend de l'importance, les moments où ça baisse, etc. Et le boulier, enfin moi, je suis un modeste bibliothécaire, mais on n'a pas quand même l'impression que ça a eu un hyper succès en France, en particulier au début du 19e siècle. Mais bon, après je pense qu'il y a eu des tentatives justement ponctuelles d'utilisation de ces bouliers pour l'apprentissage de la numération, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il nous reste à remercier. C'est moi qui vous remercie. Et puis, rendez-vous au stand L'Aventure du Calcul si vous voulez continuer l'aventure. Merci beaucoup. Merci.